c'est-à-dire le lycée, avant de soutenir sa thèse de doctorat du lycée de janvier 1976 à l'université de Lille 2 en France, sur la monnaie du Zaïre des origines à nos jours. Je déroule déjà dès 1976. Professeur d'économie aujourd'hui à l'université de Kinshasa, il est titulaire par ailleurs de cours en force des problèmes monétaires congolais, d'analyse approfondie du système monétaire et financier, des questions spéciales de politique monétaire en Afrique et en République démocratique du Congo, cycle de master. Et cet ouvrage a vocation, mesdames et messieurs, à faire découvrir et comprendre le système monétaire et financier du Congo, l'un des vieux systèmes de l'Afrique noire. Il analyse d'abord l'évolution de la monnaie congolaise et décrit la structure et le fonctionnement de ces institutions, à savoir la Banque centrale du Congo, les banques commerciales et autres intermédiaires financiers. Ensuite, le dit système est analysé au-delà des frontières nationales, précisément dans le cadre de la coopération monétaire et financière sous-régionale, régionale et internationale. Enfin, ce livre expose des problèmes spécifiques au système monétaire et financier congolais, notamment ceux des sens culturels, économiques, institutionnels et des portées internationales. Il est donc destiné aux étudiants, aux enseignants, aux chercheurs, aux professionnels du banque, ainsi qu'à tous ceux qui s'intéressent à la vie monétaire et financière du Congo, évidemment, à nous tous ici rassemblés dans cette salle, puisque évidemment l'argent intéresse tout le monde. Voilà ce qui est dit donc à la carte de couverture pour présenter de manière très sommaire cet ouvrage. Évidemment, nous avons la chance d'avoir ici, dans cette salle, évidemment, ce serait à la gauche du professeur Kato Kalé, celui qui nous en dira un peu plus, parce qu'il a eu le temps, en tout cas, d'analyser cet ouvrage. Ils ont fait une recension de cet ouvrage. Il s'agit donc du professeur Mabini Loba. Évidemment, tout le monde le connaît, et nous, c'est un grand plaisir, professeur, de vous avoir ici comme intervenant pour présenter de manière critique cet ouvrage. Et donc, nous sommes tous oui à vous entendre, professeur. Vous avez la parole. Merci, monsieur le modérateur. Il n'est pas dit que vous pourrez exposer tout ce qu'il y a dans ce livre. Mon rôle, c'est d'en donner l'appétit à ceux qui sont avec nous pour qu'ils prennent connaissance du contenu de ce livre. Donc, mesdames et messieurs, c'est pour moi un grand honneur et un véritable privilège que de présenter l'ouvrage du professeur Kato Kalé à un auditoire aussi distingué que celui que vous constituez, à travers vous, aux décideurs et intellectuels congolais, ainsi qu'à nos partenaires au développement. Cet ouvrage qui porte sur le système monétaire et financier du Congo, évolution, environnement international et problèmes, est une véritable mine d'informations inédites sur le système monétaire et financier du Congo, partant de la période précoloniale à nos jours. Pour s'imprégner en profondeur de son thème, le professeur Kato Kalé a opté pour une approche historique. En cela, il peut être rangé parmi les tenants de cette approche méthodologique, tels que l'économiste anglais de renom Roy Harrod, auteur de l'ouvrage intitulé La monnaie, publié aux éditions du Lourd en 1971. Roy Harrod affirme qu'il est impossible de comprendre parfaitement les principes de la monnaie sans en connaître toute l'évolution historique. Toujours lui, il est certainement possible de considérer la monnaie comme un concept abstrait, s'appuyant sur diverses définitions, mais la théorie pure à laquelle on aboutit en faisant abstraction de l'évolution historique est forcément superficielle. Aucune théorie pure sert à l'interprétation des phénomènes courants et l'élaboration des décisions quotidiennes et doit être en plus étoffée de nombreuses références historiques. C'est dans cette lignée que nous rangeons l'approche adoptée par le professeur Kato Kalé dans la conduite de son thème. Non seulement son ouvrage repose sur de nombreuses références historiques, mais aussi d'une manière générale sur une riche bibliographie relative à l'histoire monétaire de la République démocratique du Congo. Nous pouvons affirmer que ce livre constitue un véritable traité sur les phénomènes monétaires relatifs à l'économie congolaise,
cet écrit est d'une originalité incontestable. Quel en est le contenu? Je vais effleurer tout juste. Dans sa présentation de la monnaie congolaise, l'auteur affirme qu'il semble indiquer de présenter cette monnaie en évoquant d'abord ses origines et d'affirmer ensuite qu'il a existé des monnaies dans l'ancien bassin du Congo, né du génie autochtone. Avant l'avènement du franc, un des symboles de la colonisation, et de montrer enfin que cet étalon des valeurs a depuis fait l'objet de plusieurs réformes monétaires, tout en relevant la survenance d'une monnaie dissidente, à savoir le franc katangais, monnaie émise et mise en circulation par une province sécessionniste. Ce développement constitue la première partie de l'ouvrage. La seconde partie est consacrée aux institutions qui composent le système monétaire et financier congolais, en dégageant son soubassement juridique, ses structures ainsi que son fonctionnement, et en apprendissent les institutions financières informelles du Congo, que l'auteur considère comme faisant partie intégrante du système monétaire et financier du pays. La troisième partie porte sur l'environnement international, en tenant compte du fait que la monnaie et ses institutions dans une économie ouverte ne sont point des entités isolées de la communauté monétaire et financière internationale, qui implique la coopération des systèmes nationaux à la suite des relations économiques internationales. L'auteur fait remonter ces relations à l'époque précoloniale, ensuite après l'avènement de l'État indépendant du Congo de 1885 à 1908, du Congo belge de 1908 à 1960, devenu État indépendant souverain en 60, le Congo entreprendra la coopération monétaire et financière internationale, y compris au niveau sous-régional. La quatrième partie de l'ouvrage ramasse tous les problèmes auxquels le système monétaire et financier est confronté. Ces problèmes pourront être d'essence culturelle, économique, institutionnelle, ainsi que de portée internationale. En fin de compte, l'ouvrage du professeur Kato Kadé se veut d'une manière consciente un dividende de l'économie congolaise. Nous allons aborder maintenant quelques constats faits par l'auteur, ainsi que les conclusions qu'il a pu tirer. Nous prenons d'abord concernant la monnaie congolaise elle-même. Depuis l'accession du Congo à l'indépendance, la monnaie congolaise est si affaiblie qu'elle est depuis devenue un épiphénomène. Je ne sais pas si tout le monde est d'accord. Malgré les trois réformes monétaires entreprises autrefois, la réforme monétaire du 24 juin 1967, la réforme monétaire du 22 octobre 1993 et la réforme monétaire du 30 juin 1998. Nous pouvons confirmer cette faiblesse de la monnaie congolaise est visible avec la progression du phénomène de dollarisation de notre économie. Lorsque survient la dollarisation dans une économie, cela est le signe que les autorités monétaires du pays se trouvent dans l'incapacité de gérer la monnaie nationale d'une manière efficiente permettant sa stabilisation. Lorsque la monnaie perd sa valeur, les agents économiques cherchent des valeurs refuges. C'est ainsi que nous avons connu une inflation forte en 1994, une inflation qui a avoisiné 10 000%. Les agents économiques, pour ne pas perdre leur épargne, ont commencé à recourir à des valeurs refuges. Et une des valeurs efficientes, ça devait être le dollar américain. Et d'ailleurs, lorsque nous avons connu cette inflation de quelques 10 000%, les Congolais qui aiment bien, le Congolais est très, assez humoristique dans l'appréhension des choses. Les Congolais donnaient l'exemple des données économiques de la RDC introduites dans un ordinateur américain. La réponse n'a pas traîné, la réponse a été ce pays n'existe pas. On ne pouvait pas penser qu'on puisse avoir une inflation de 10 000%. Mais, enfin, à l'époque, on s'est étonné de cela. Mais notez bien qu'à l'heure actuelle, lorsque vous suivez la situation économique au Venezuela, on vous parle d'une inflation de 200%. Donc nous n'étions pas les précurseurs dans ce domaine. Concernant
les institutions monétaires et financières, d'une manière générale, le système monétaire et financier bénéficie d'un cadre légal et réglementaire cohérent d'après le constat de l'auteur. Qu'en est-il en ce qui concerne ces institutions? On commence par la Banque centrale du Congo. La Constitution confère l'indépendance à la Banque centrale du Congo dans la gestion monétaire du pays en tant qu'organisme directeur. Elle est l'institution d'émission du pays à ce titre. Elle a pour mission la garde des fonds publics, la sauvegarde de la stabilité monétaire, la définition et la mise en œuvre de la politique monétaire, le contrôle de l'ensemble de l'activité bancaire, et enfin, elle joue le rôle de conseil économique et financier du gouvernement. Dans la réalisation de ces missions et attributions, la Banque centrale du Congo est indépendante et jouit de l'autonomie de gestion. Il appartient donc à l'institution gouvernement de la République de respecter cette indépendance. La Banque centrale doit prendre ses responsabilités pour que, somme toute, le système monétaire et financier congolais, dont elle est l'organisme directeur, soit viable. Toutefois, l'auteur a remarqué qu'il y a donc une différence entre l'indépendance donnée à la Banque centrale par ses statuts et la réalité quand les critères décisifs de l'indépendance ne sont pas remplis. Déjà en 1994, l'année à laquelle je me suis référé, la Banque mondiale faisait le constat ci-après, je cite, « La Banque centrale s'est révélée incapable de gérer la politique de crédit et de change du pays, tout comme de superviser le secteur financier. Son utilisation comme instrument politique est devenue plus flagrante que jamais. » C'est en 1994. L'ancien gouverneur de la Banque centrale, Boédoua Wamouchaba, signale que la Banque centrale n'est devenue qu'une sorte de simple tiroir-caisse à usage restreint. Évidemment, il faut voir qui fait partie de ce groupe restreint. Donc, ceux qui devraient veiller à la stabilité de la monnaie utilisent la banque elle-même comme une sorte de tiroir-caisse. Un ancien gouverneur de la Banque centrale, un autre ancien gouverneur de la Banque centrale, j'ai cité Jean-Claude Bassangou, énumère les sources de tension entre le gouvernement et la Banque centrale, à savoir la gestion du régime de change. Je me souviens qu'à une certaine époque, sans en avoir des attributions, un ministre des Finances, chacun voulait savoir de qui il s'agit, et situer le taux de change au lieu que ce soit la Banque centrale, le gouvernement se substitue à la Banque centrale. Alors pour moi, l'indépendance est bafouée. Le contrôle des émissions monétaires. C'est encore un problème, un élément de discorde entre le gouvernement et la Banque centrale. Les avances de la Banque centrale au Trésor. Voilà les éléments qui, en fait, atténuent l'indépendance de l'Institut d'émission. Je vous signale qu'à une certaine époque, j'ai cité l'année 1994, le financement monétaire, c'est-à-dire le crédit de la Banque centrale au gouvernement, représentait 80% des dépenses. Donc ce qu'on a appelé la création de la monnaie ex liquide, donc le financement monétaire, ou ce que nous appelons souvent la planche à billets. C'est ce qui a expliqué que nous ayons connu une inflation, même une superinflation, une hyperinflation à l'époque. En plus de ces éléments qui érodent les possibilités d'indépendance de la Banque centrale, il faut également relever l'impact négatif exercé par les résultats du compte d'exploitation de la Banque centrale qui se termine avec d'importantes pertes depuis plus de 20 ans, obligeant les juges d'émission à recourir à une subvention de l'État à l'ouverture de chaque exercice budgétaire depuis lors. Mais si la Banque centrale reçoit ces ressources du gouvernement, comment voulez-vous qu'elle devienne indépendante par rapport envers celui ou l'institution qui lui accorde la subvention. Donc voilà les éléments qui mettent en doute, en quelque sorte en pratique, le fait d'affirmer que la Banque centrale jouit d'une indépendance.
indépendance. Du point de vue des textes, comme l'a remarqué l'auteur, cette indépendance est approuvée, mais en pratique, l'on constate que cette indépendance n'est pas effective. C'est encore un élément pour lequel il faudrait lutter davantage. En ce qui concerne les banques et les institutions financières, je cite l'auteur constate que la place des Congolais agents économiques dans ces institutions est marginale. Donc, dans tout notre système bancaire, il y a peu d'actionnaires congolais, de toute façon leur présence est marginale. Mais pour ce qui est des institutions financières qui sont gérées par les Congolais, l'auteur remarque que c'est le règne de l'impunité qui triomphe. Toutes les entreprises du secteur public, qu'elles soient bancaires ou financières, sont tombées en faillite. Je prends la Banque congolaise de commerce extérieur, la Banque de crédit agricole, la nouvelle banque de Kinshasa, le crédit immobilier, ou bien la CNCI, la Caisse nationale de crédit immobilier, le CPT, sont soit en faillite ou en banqueroute. Et une autre institution financière qui est en banqueroute, c'est notamment la caisse, la Cadeco. Quant aux institutions de microfinance, elles peinent à s'implanter. Seules, en ce qui concerne le système bancaire, seules les filiales des banques étrangères prospèrent. L'auteur conclut que le système monétaire et financier du Congo implanté depuis longtemps est encore un corps étranger sur la vie de la nation. La mainmise des filiales des banques étrangères sur le secteur bancaire privé pose le problème de l'entrepreneuriat national. Pourquoi les Congolais ne s'intéressent pas au domaine bancaire? Le fisc est témoin qui ajoute vous n'avez qu'à inventorier les banques africaines installées chez nous, ce soit des banques d'initiative camerounaises ou nigérianes. Mais pas, il y a eu une banque évidemment où nous avions une majorité, un Congolais était majoritaire, mais malheureusement nous ne pouvons pas continuer. Cette banque a été rachetée par les Nigériens. Donc il n'y a pas eu une banque où il y a une domination congolaise. Je voulais quelquefois terminer en disant, même si ces banques sont des filiales des banques étrangères, il y a dans certaines banques une participation publique. Donc dans la BCDC, l'État congolais possède 25% du capital. Par curiosité, on peut se demander comment l'État a pu libérer un montant important pour avoir 25% au capital. En fait, on avait intégré au capital une pénalité que cette banque avait été infligée à cette banque par la Banque centrale. Au lieu de payer, la banque a préféré que l'État devienne actionnaire parce que ce paiement aurait amené des difficultés. Voilà comment l'État congolais est devenu actionnaire de la BCDC. En ce qui concerne les problèmes liés à des problèmes d'essence économique, celui-ci est relatif à la fiabilité des données monétaires. Il est relevé l'absence de la culture statistique au Congo, et ce à tous les niveaux de la vie politique et économique et socio-économique. D'où le système statistique congolais ne bénéficie pas d'une attention soutenue de la classe politique suite à une insuffisance chronique des moyens financiers mis à disposition par l'État. Je pourrais vous faire bénéficier d'expériences qui permettent de situer comment le Congolais attache de l'importance aux statistiques. Autrefois, l'IRES, l'Institut de recherche économique et sociale campus, faisait l'inventaire de véhicules qui venaient de l'arrière-pays pour alimenter la ville de Kinshasa en produits réguliers. Quelques fonctionnaires étaient placés au bypass en prenant pour le Matadi, où ils devaient inventorier le nombre de véhicules entrant dans la ville, en supposant qu'en moyenne, chaque véhicule transporte à peu près entre 5 et 10 tonnes de vivres frais. Que se passait-il? Le commis était chargé chaque fois de venir donner, en fait, son rôle est seulement de pointer pour déterminer le nombre de véhicules qui entraient. Mais alors, on a remarqué que 2 semaines qui suivaient, il y avait toujours le même nombre de camions
on s'est dit, mais envoyer quelqu'un à l'Ukraine. Et quand quelqu'un est allé pour vérifier, on n'a pas trouvé notre agent. De chez lui, il s'est dit pourquoi on m'appelle d'aller en Côte d'Ivoire, cette histoire, il le faisait lui-même chez lui. Et en fin de compte, avec ces statistiques, je ne sais pas si ces statistiques pourraient parler ou qu'on base une analyse là-dessus. Un autre cas également, c'était une sorte d'information obtenue auprès de l'ONATRA pour pouvoir essayer d'évaluer le tonnage transporté. On a été étonné de constater que ceux qui tenaient ces statistiques additionnaient les passagers et les tonnes de transport. Et en fin de compte, vous voyez bien qu'on n'attache pas. Alors qu'en fait, la statistique est un élément important. C'est la raison pour laquelle l'auteur a voulu relever ce problème qui est d'essence économique, qui ne permettrait pas de donner des analyses justes à partir des statistiques. Alors que les statistiques, c'est un élément important à travers tous les pays, essentiellement les pays développés. Et comme dans les statistiques, il arrive qu'on triche. Vous prenez en Belgique, il y a un institut qui est chargé de tenir les statistiques qui est basé à l'université de Louvain, et l'autre, c'est un institut officiel. Pour éviter que les officiels ne puissent pas maquiller les statistiques, de telle sorte que tout le monde est remis à la raison. En ce qui concerne cette matière statistique, c'est très important pour l'ensemble de la nation. Et ici, je pourrais vous donner quelques cas de l'expertise dont on parle parfois. Au début, personne ne savait ce que c'était le PIB, le produit intérieur brut. La comptabilité nationale est entrée dans les mœurs récemment. Avec John Maynard, on dit récemment, mais c'est relatif. C'est dans les années 30 qu'avec les publications de John Maynard qu'on a mis en exergue la comptabilité nationale. Lorsque les Européens discutaient de la contribution de chacun des pays, le ministre belge s'est fait accompagner avec ses experts. Et lorsque les ministres se sont retrouvés seuls, on a notamment décidé que chaque pays contribuerait au prorata de son PIB. Le ministre de belge ne savait pas ce que c'était le PIB. Alors il a demandé aux autres de lui laisser un temps de réflexion. Il va aller consulter ses experts. Et quand il a consulté ses experts, ceux-là lui ont dit que nous avons deux instituts qui calculent ce PIB. Il y a l'officiel et Louvain. Et que celui de Louvain est souvent inférieur à celui qui est officiel. Alors le Belge a dit à ses experts, prenons celui qui est faible. Mais comme les choses ne peuvent pas être cachées, il faut finir les autres ont accès les Belges de tricheur. Je ne le fais pas par malchance. C'est une information objective. Voilà comment joue l'importance de la statistique. En ce qui concerne les problèmes liés à l'environnement international, concernant la coopération internationale telle qu'elle est entreprise par les instances dirigeantes, cette coopération ne semble pas mener le système monétaire et financier congolais à bonne fin. Selon l'auteur, au plan international, la RDC est devenue dépendante du Fonds monétaire international. C'est évidemment un élément à discuter éventuellement, mais néanmoins, dès que nous avons des difficultés, on recourt au Fonds monétaire international pour nous apporter un ballon d'oxygène. Et comme vous suivez l'actualité, je prends le cas de la Grèce et le cas de l'Espagne, de tous ces pays, lorsqu'il fallait que le Fonds monétaire vienne leur donner un coup de main, tous ces pays ont été réticents parce que le Fonds monétaire est d'une austérité qui rend impopulaire ceux qui dirigent en ce moment-là. Alors par conséquent, souvent on évite que le Fonds monétaire ne vienne se mêler dans la gestion du pays. Vous l'avez suivi à travers le monde, que chaque fois que le Fonds monétaire est venu dans un pays, cela amène des grèves, parce que l'austérité n'est pas supportée aussi facilement. Et on verra par exemple certains éléments sur lesquels le Fonds monétaire se base, notamment c'est de ne pas avoir augmenté les salaires. Donc on laisse les salaires les salaires stables, ce que n'aimeraient pas du tout les ouvriers et tous ceux qui travaillent. Mais néanmoins, c'est une thérapeutique pour stabiliser les choses. Donc, on touche sur le pouvoir d'achat et cela n'est pas accepté. Le FMI a dû prôner dans le non-contrôle des prix. Et tout cela n'est pas toujours accepté par la population.
coordination globale. C'est ainsi qu'on évite, mais on pourrait prendre peut-être le revers de la médaille. Pour quelles raisons le FMI est si sévère pour certains pays? C'est simplement qu'on vous donne une telle cure qui vous empêcherait de revenir une autre fois. Cela vous incite, on pense, c'est stimulant pour que vous puissiez bien gérer. Mais malheureusement, on a un effet contraire. Dans certains pays en développement, le fait d'être en programme avec le FMI, c'est le signe qu'on est bon gestionnaire. Vous n'avez qu'à suivre notre histoire avec le FMI. Je ne sais pas si nous sommes devenus bons gestionnaires suite à notre présence permanente. Mais néanmoins, lorsque nous avons des problèmes, ce n'est pas toujours mauvais de recourir au FMI. Nous sommes membres du Fonds monétaire international. Il est que normal que lorsque nous avons des problèmes, que ce pays puisse nous donner les financements attendus. Mais sa cure d'amaigrissement n'est pas toujours de tout le repos. Souvent, les gens qualifient le FMI en le comparant à un médecin. En disant le FMI, c'est un médecin à dose unique. La même dose au bébé, à l'adolescent, alors on se dit, Dieu sauvera les siens. Donc voilà un peu l'idée qu'on se fait en appelant le médecin à dose unique, sans tenir compte des spécificités qui sont des secteurs ou des personnes concernées. Et au plan sous-régional, l'auteur note une pléthore des engagements monétaires et financiers avec le problème de l'errance ou des adhésions multiples aux communautés économiques sous-régionales avec l'ambition sur le plan continental d'aboutir à une banque centrale africaine avec une monnaie unique. Il se fait que sur le plan sous-régional, ces pays ne parviennent pas encore à faire ce qu'ils ambitionnent au niveau international, au niveau continental. Les seules unions monétaires en Afrique, nous prendrons pour l'Afrique, c'est notamment dans la zone franc. Et chaque fois, on nous donne comme exemple, voilà, dans la zone franc, la monnaie est stabilisée, tandis que ceux qui ont une monnaie indépendante n'arrivent pas à stabiliser leur monnaie. On nous conseille parfois de pouvoir adhérer à une zone monétaire, mais on oublie les servitudes liées à une zone monétaire. Et souvent, l'exemple donné, c'est la fable de La Fontaine, le loup et le chien. Une fois, un loup égaré a vu un chien qui avait bonne mine, alors le loup se pose la question, mais quel est cet animal qui me ressemble ici, qui est si en bonne santé, si bonne santé? Alors il approche mon chien, comment se fait-il que vous ayez bonne mine comme ça? L'autre qui lui dit, non, mon problème c'est que j'ai un maître. Et vous n'avez qu'à me suivre, on est tout seul à vous garder la maison, et de temps en temps, vous recevez une sanction, mais ce n'est pas grave, suivez-moi. Chemin faisant, le loup remarque que le chien avait le cou pelé. Il lui pose la question de ça, c'est quoi? Il lui dit non, c'est rien, de temps en temps on m'attache. Donc il dit non, allez manger vos repas, moi je tiens à ma liberté. C'est pour dire que dans la zone monétaire, d'ailleurs si vous suivez les débats de ces derniers temps, tous ces pays souhaiteraient se retirer de la zone monétaire, zone franc, considérant que c'est une zone où se pratique le néocolonialisme. Mais le problème est que la force que ces pays africains ont dans l'ensemble provient de ceux qui se sont mis ensemble. Souvenez-vous, la Côte d'Ivoire a connu des troubles. Cela n'avait pas perturbé le franc CFA. Parce que le franc CFA était maintenant appuyé par les avoirs des autres pays. Vous allez en Centrafrique où il y a des troubles, mais cela ne touche pas toujours la monnaie, parce qu'il y a cette mise en commun des ressources. Mais malheureusement, cette mise en commun des ressources est payée par l'économie dominante, à savoir la France. Alors quand vous êtes dans l'Union européenne, toutes les banques centrales se réunissent ensemble pour déterminer. Tandis qu'en ce qui concerne la zone franc, les ressources qu'on met en commun ne vont pas à la Banque de France, vont au Trésor français. Ce qui fait que malgré l'entrée dans l'Union européenne, dans la zone euro, dans la zone franc reste toujours un élément à part. Et même quand la zone franc est entrée,
les pays de la zone franc sont entrés dans la zone euro. Malgré eux, ils n'ont jamais été consultés pour cela. De telle sorte qu'à l'heure actuelle, le franc CFA est considéré comme une monnaie divisionnaire, autrefois du franc français, à l'heure actuelle de l'euro. Donc il y a une certaine indépendance que ces pays perdent. Mais maintenant, la question qui se pose de calculer les avantages et les inconvénients. Faudrait-il, si jamais ces pays quittaient la zone franc, vont-ils garder la cohésion qu'ils ont avec une économie dominante qui réglemente tout le mouvement? Ça, c'est une question de savoir que chacun puisse prendre ses responsabilités. Il y a un autre problème important que l'auteur a mis en exergue, concerne la protection de l'épargne. Si les textes légaux et réglementaires relatifs à la protection de l'épargne existent bel et bien, l'auteur relève de façon pertinente que le déposant n'est pas suffisamment pris en compte. Il a notamment constaté que lorsqu'on scrute les bilans de clôture de la liquidation des banques, et notamment de la Banque congolaise du commerce extérieur et la Banque du commerce et du développement, et l'on pense aux épargnants laissés à l'abandon, particulièrement de la Caisse d'épargne du Congo, la protection de l'épargne du public serait encore un des problèmes du système monétaire et financier du Congo. Ce problème a été mis en exergue déjà dans les pays développés avec la crise de 2008-2009. C'est en ce moment-là qu'on a maintenant procédé. L'épargnant était évidemment laissé à l'abandon. C'est en ce moment-là qu'on a pensé à assurer les dépôts. Par exemple, dans les pays de l'Union européenne, si jamais une banque tombe en faillite, au moins le déposant a droit au moins à 100 000 € pour protéger son épargne, au lieu de partir sans rien du tout. Voilà qu'au même dans les pays développés, on y a pensé très tardivement. Donc, mesdames et messieurs, notre exposé de ce jour n'a fait qu'effleurer le contenu de l'ouvrage du professeur Gatokay. C'est pourquoi nous vous invitons à en prendre connaissance et de faire de ce livre votre livre de chevet, vu sa richesse. Nous ne pouvons pas clore notre présentation sans féliciter le professeur Gatokay et l'encourager d'aller plus avant dans ses recherches. Et enfin, relisons, qui fait la fierté de la faculté de sciences économiques et de gestion de l'université de Kinshasa. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour l'attention que vous avez bien voulu nous accorder. Merci. Toujours égal à vous-même en tout cas, et vous avez réussi en tout cas votre rôle, c'est que vous donnez en tout cas l'appétit de venir dévorer cet ouvrage parce que vous n'avez fait qu'effleurer les différents sujets qu'aborde l'auteur dans cet ouvrage. Évidemment, on va passer la parole à l'auteur aussi qui, je pense, dira le même que vous, ne va pas dévoiler tout de la magie de son livre parce que nous voulons nous-mêmes en tout cas venir le découvrir. Professeur Gatokay, on va vous passer la parole pour vous dire un peu quelques motivations qui vous ont poussé à écrire cet ouvrage. Évidemment, on comprendra si bien avec ce qu'a eu à relever le professeur Maboulouma sur certains éléments qui ne marchent pas, en tout cas le système monétaire de la RDC, à comprendre que voilà, la Constitution qui donne à la Banque centrale toute cette disposition à être totalement indépendante, mais en réalité, elle ne l'est pas parce qu'elle est commission de trésor pour un certain nombre de gouvernements. Il y a cette absence, en tout cas, de la statistique au Congo qui fait défaut. Et tous ces éléments, je pense que nous, on s'imagine que ça vous a poussé comme ça à nous parler un peu de ce système monétaire et financier du Congo. Évidemment, le professeur Maboulouma aussi très bien remarqué que vous avez été dans une pédagogie d'historien, rappeler un peu l'histoire de cette monnaie, ce qui est très capital pour nous. On a beaucoup appris, moi personnellement, en le lisant, en revenant un peu sur toute l'historique avec le Cori et tout, la différence que vous faites justement pour ceux qui confondent le Cori et le Zimbu et comment est-ce que tout a démarré. Ceux qui liront l'ouvrage arriveront à comprendre. Bon, voilà, faire de parler au commentaire pas, je pense qu'on vous passe la parole.
pour nous dire un peu ce qui vous a motivé à écrire cet ouvrage. Évidemment, après, on passera au baptême du livre, puis après, ce sera des échanges avec le public qui est ici. Bien, merci pour la parole. Vous avez insisté sur la motivation. Pourquoi pas la Suisse, c'est cette contrainte. Les motivations, vous savez, j'ai été comme professeur. C'est qui professeur. Et pourtant, cette motivation commence depuis que je suis étudiant. C'est dire que l'appétit vient en mangeant. Déjà comme étudiant, vous aurez à remarquer après lecture, tout ce que j'avais comme mémoire d'études, vous avez déjà les monnaies d'Afrique et la critique de la presse économique et financière française. Bon, les monnaies d'Afrique. Et ensuite, vous avez encore les institutions financières en Afrique ex-française et leur contribution au développement. Et j'ai étudié l'exemple de l'Algérie et de la Côte d'Ivoire. Là, nous sommes déjà comme étudiants et ça m'intéresse. Et la thèse, pour être docteur en sciences économiques, vous avez une thèse dans le sujet de la monnaie vis-à-vis des origines à l'Europe. Et voilà, pour pouvoir pencher sur les origines, nous allons trouver les mots, les îles, le royaume des Congo, avant même d'arriver à commencer la colonisation. Vous avez les Moukoubab, l'histoire, au Katanga et ainsi de suite. Et voilà, comme si ça ne suffisait pas, vous avez toujours, j'ai dit bien appétit, vous avez même des articles de fond, c'est-à-dire des articles publiés dans des publications scientifiques. Vous avez ici le système monétaire et bancaire d'Isaïe. Déjà, le système monétaire et bancaire d'Isaïe, je l'ai abordé dans une revue banque en France. Et ensuite, comme on est ici, comme professeur cette fois-là, j'ai regardé, et surtout qu'en France, là où il y a la faculté de droit, il y a toujours la faculté de sciences et économiques, la philosophie les deux, une seule faculté. Alors j'ai été très sensible quand j'ai lu les arrêts, les jugements et ainsi de suite, l'interprétation toujours de la monnaie et de la finance. Et je me suis dit, pourquoi d'abord ne pas faire quelque chose pour les juges congolais? Et vous verrez même les juges congolais et les questions monétaires. Ça a pu circuler, et ainsi de suite. Et la science, oui. Alors, il fallait maintenant, à un moment donné, je me suis dit, oui, on a abordé les monnaies avant d'arriver, n'est-ce pas, avant la colonisation. Il fallait poser un terme théorique. Alors, vous verrez même là, encore une étude qui a été publiée à l'IRES, théorie monétaire. De l'interprétation du phénomène monétaire dans le bassin du Congo avant l'ère coloniale. Monnaie ou paramonnaie. C'est encore une étude pour savoir est-ce que les îles ou les Moukoubas étaient des monnaies ou des paramonnaies. Alors, il y a encore, une fois les études terminées, arrivées ici, je dis encore par le système monétaire bancaire, l'Isaïe, l'histoire qui était cette fois-ci une plaquette. Et surtout, je pense qu'il faudrait insister là-dessus, comme vous l'avez dit déjà ici, depuis comme professeur, tous mes cours, n'est-ce pas, sont toujours du côté de la monnaie de la finance. Vous avez déjà une deuxième licence, les étudiants attendent, questions spéciales, n'est-ce pas, analyse approfondie des systèmes monétaires et financiers, c'est encore un cours. Cette fois-ci, un master, c'est-à-dire une histoire d'une étude approfondie. Vous aurez là. Et
Ensuite, il était temps, n'est-ce pas, vous avez là, il était temps quand même, de ce qu'on a commencé, qu'on allait un peu, après, n'oubliez pas que la matière des livres, beaucoup, avant et pendant la colonisation, n'avait pas un ouvrage, c'était toujours des articles de fond. Je pense que le premier ouvrage ici de banque, c'est l'ouvrage dont l'auteur est à ma gauche ici, n'est-ce pas, le professeur Nani Mouloumba. Je ne sais pas si vous avez biographie, le premier ouvrage qui s'intéresse aux banques provinciales. Il fallait aussi encore continuer de rejoindre avec cette étude que nous avons aujourd'hui, le système monétaire et financier unique pour nous, n'est-ce pas, qui n'est pas en principe la fin, parce que vous avez écrit même la première édition. C'est quand vous engagez la première édition, un jour il y aura la seconde édition, deuxième, troisième, et ainsi de suite. Alors, la préoccupation c'est quoi? C'est qu'il fallait quand même mettre à la disposition du public et du secteur bancaire qui cessait des recherches, notamment sur une étude sur le système monétaire et financier du Congo. Avec quoi nous avons déjà l'évolution, de l'évolution de ce système monétaire et financier. Et puis ces systèmes ne sont pas dans le taxi. Les frontières sont ouvertes. Alors, il fallait voir aussi le système, l'environnement international. Et de cet environnement international, voir le Congo dans la coopération monétaire et financière sous-régionale, régionale et internationale. Et ensuite, et enfin, il fallait aussi relever les problèmes, tous les problèmes qui se posent, n'est-ce pas? Je ne dis pas, je dis bien des problèmes, pas des questions, des questions cherchées, n'est-ce pas? Des réponses et des problèmes, il faut trouver des solutions. Alors, c'est ainsi que parmi ces problèmes, il est essentiel de bien être ici écouté par le professeur, le censeur, le présentateur, qui est tout seul. Parmi les problèmes, n'est-ce pas, il y a eu le problème des sens culturels. Oui, le problème des sens culturels. C'est comme des sens culturels, nous avons évoqué le problème de l'appellation de la monnaie nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, notre monnaie va s'appeler le franc congolais? Comme ce que le mot franc est d'origine est d'origine. Et les Français et les Belges même qui ont le franc belge, le franc français, tout soit abandonné sur maintenant des héros. Donc c'est un problème qui a été posé. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, faut-il plus continuer à donner notre monnaie de franc congolais? Dans les tentatives d'Isaïe à la place du franc congolais, quand on voit l'Isaïe, on va le petit rivière, comme appellation dans le bas Congo. Deuxième problème, n'est-ce pas, toujours des sens culturels, est-ce que nous sommes dans une république ou dans une monarchie? Est-ce que est-on dans les liens de circulation nette de l'effigie d'un président de la République? Donc, tout à fait, Laurent Kabila s'est abstenu. Le Conférence nationale souveraine se prononcer là-dessus. Mais il y a encore des définitifs pour trancher. Est-ce que dans une république qui n'est pas une monarchie, un président de la République de composer des réfugiés? Ce qui fait qu'en tous les 5 ans de mandat, quand il y a un autre président de la République, évidemment, c'est là, j'ai eu des contacts, des rapports avec des constitutionnalistes français, tout semblable, de leur point de vue sur le problème de réfugiés d'un président
de la République sur la monnaie. Et puis nous avons le problème des sens économiques. Parmi ces deux problèmes, il y a le problème de fiabilité des données monétaires. Il y a un problème sur les données monétaires dans notre économie. Et même se poser, est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, la Banque centrale connaît la masse monétaire de dollars en circulation dans notre économie? Problème des données. Je n'insisterai pas parce que j'ai déjà ici sous le ce problème de données, quand il a parlé des statistiques. Il y a encore deuxième problème, le filialisme bancaire. Filialisme, c'est-à-dire des filiales. Eh bien, il y a un tableau là-bas. À la date d'aujourd'hui, toutes les banques au Congo sont des filiales des banques étrangères. C'est un problème parce que l'entrepreneuriat, il a soulevé ici, il est du côté des initiatives congolaises. Il y a eu la banque de Kinshasa, vous avez compris, mais on connaît la suite. Alors, il y a aussi le problème des sens institutionnels. Cela, nous avons parlé de l'indépendance de la Banque centrale du Congo vis-à-vis du gouvernement. Est-ce que notre Banque centrale est indépendante vis-à-vis du gouvernement? Les textes sont favorables, en partie, mais la pratique. J'ai eu à lire un peu beaucoup de textes des banques centrales, le Japon, les États-Unis et tout ça. Qu'est-ce que vous aurez à remarquer? Le président des États-Unis, c'est lui qui nomme le gouverneur. Mais il ne peut pas le revoter. S'il veut le revoter, il se présente à l'Assemblée, au Congrès, au Parlement Sénat, pour expliquer pourquoi vous voulez revoter le gouverneur. Donc, il y a quelque chose de problème de l'indépendance de la Banque centrale vis-à-vis du gouvernement. Et puis, pour un autre problème de sens institutionnel, la protection de l'épargne du pays. Oui. Comme dès qu'ils sont victimes, une banque est tombée en faillite, mais ceux qui ont déposé l'argent, ça va se récupérer l'argent. Ça a commencé, on a inauguré dès le début de l'indépendance, avec la Cadisa, la Cadeco, les épargnants. Nous tous ici, nous étions encore des élèves, quand on demandait d'aller apporter de l'argent comme épargnant à la Caisse générale du Congo et après. La Banque du peuple, c'est un bon exemple, protection de l'épargne. Combien de coopératives d'épargne qui arrivent dans un village, fait la publicité, reçoit l'argent du public et disparaît dans la région. Il y a encore un problème de sens institutionnel. Et puis on a terminé un peu, cette fois-ci, c'est le problème des centres de portée internationale. C'est quand même un problème dans la dollarisation de l'économie comme dollarisation. Le dollar est en train de circuler dans notre économie, mais vous descendez à Washington, le franc congolais ne circule pas aux États-Unis. La dollarisation de l'économie congolaise. Expliquerait évidemment, comme l'a souligné le professeur, la faiblesse de notre économie. Parce que nous n'oublions pas, les amis, et entre l'économie et la monnaie, la question de savoir qui dépend de qui. C'est la monnaie qui dépend de l'économie ou de l'économie qui dépend de la monnaie. Et tout de suite, lorsqu'on sait que la réalité c'est que c'est la monnaie qui dépend de l'économie. Une économie forte, une monnaie forte. Une économie faible, une monnaie faible. Donc il y a le problème de la dollarisation de l'économie congolaise à la date. Et puis, il y a, pour terminer, cette pléthore, le problème des pléthores, l'engagement monétaire et financier du Congo. Nous sommes membres de la communauté économique des pays des Grands Lacs.
le Congo et le Rwanda et le Burundi. Et là-dedans, on dit nous allons créer une monnaie unique. Pendant ce temps, nous allons SADC, nous voulons encore une monnaie unique. Le Congo toujours, non. Et vous avez la communauté économique des pays de l'Afrique centrale. Là aussi, nous voulons encore la monnaie unique. Mais il y a encore, la SADC. Donc, à peu près comme ça, 3 ou 4, nous faisons de sorte qu'un jour, il y aura encore 4 monnaies différentes de chaque communauté sous-régionale en circulation au Congo parce que nous avons fait des engagements. Voilà, je peux expliquer pourquoi. Quand nous avons le président, c'est ça, et quand la SADC avec le président Kabila, et ainsi les explications sont données. Donc, quand on a regardé ici, l'ensemble ici, c'est une contribution de recherche. Vous savez, mes amis, il n'y a pas une université sans recherche. Il n'y a pas une université sans recherche. Et même dans d'autres pays, déjà on dira, il n'y a pas une université sans recherche et sans société. Parce que le produit de l'université doit être consommable par la société. Bien, il y a ici une édition de recherche continue, l'analyse des textes, il y aura toujours une deuxième édition pour améliorer le contenu. Mais je ne peux pas terminer par ici pour dire la contrainte. Ce n'est pas facile au Congo pour réfléchir. Je pense que c'est un problème pour arriver à ce problème ici. C'est notre problème. Mais il ne sera pas un problème le problème de recherche au sein des universités au Congo. Parce que c'est un travail qui est fait. Ce n'est pas le moment de parler ce que j'ai des choses au salaire. Mais de vous dire que ça a été fait sans que mon employeur m'ait donné quelque chose pour aller chercher le document à la bibliothèque pour me le passer, c'est-à-dire sans qu'il y ait un budget de recherche dans mon ancienne université. Tout a été fait. Le peu qu'on vous donne, il faut voir ce que vous allez payer le transport pour aller à la bibliothèque. Et le résultat, c'est un travail qui a fait des années. Oui, ça ne pas fait 3 ans, 5 ans. Des années, à un moment donné, on se décourage, à un moment donné, on se réveille, et ainsi de suite. Donc, il y a des problèmes de budget de recherche, c'est-à-dire de nos professeurs. Parce que n'oubliez pas, à la date d'aujourd'hui, on dit je suis professeur, mais enseignant et chercheur. Mais comme chercheur, jusqu'à présent, le professeur ne bénéficie bien. Donc, c'est quand même l'héroïsme pour arriver à cette œuvre, n'est-ce pas, que je propose, n'est-ce pas, le paiement national. Sans doute, il faut aussi terminer à dire, c'est remercier à toutes ces difficultés que j'ai rencontrées, que nos professeurs nous avons rencontrées pour réaliser le peuple. C'est remercier tous ceux, n'est-ce pas, les collègues professeurs. Quand vous parlez, vous encouragez, et allez là-dessus, quelquefois on vous dit, si vous cherchez dans la bibliothèque, vous allez trouver, n'est-ce pas? Remercier tous ces collègues, je crois encore ici, professeur Zandawana,